Terre d'audace et d'aventure, la côte ouest des États-Unis a depuis toujours agi comme un aimant sur les voyageurs et les immigrants de tous horizons. Mais d'où vient l'incroyable fascination qu'elle exerce dans le monde entier? Quels sont les secrets de son succès? Pour le savoir, préparez-vous à rencontrer quelques-uns de ses habitants qui incarnent parfaitement la joie de vivre et le dynamisme de la West Coast. En route pour un voyage à travers les États de la côte ouest des États-Unis, de la frontière avec le Canada jusqu'au Mexique. Aujourd'hui, direction la Californie du Nord. Go West, young man. Va vers l'ouest, jeune homme, où tout est neuf et rien n'est impossible, où tu pourras grandir avec le pays. Voilà le message de l'Amérique du 19e siècle. Ils ont été des milliers à y répondre pour tenter de réaliser leur vision du rêve américain. La côte ouest est dès l'origine synonyme de liberté et de nouveau départ. Et elle le restera. Aaron Singer a rejoint la côte ouest pour vivre son rêve. En Californie, si tout ce qui brille n'est plus or depuis longtemps, la fascination face à ces paysages somptueux est restée intacte. Avec son avion, Aaron rentre à Sausalito, au nord de San Francisco. C'est un boulot de rêve. J'ai la chance de pouvoir voler en étant passionné par les avions anciens et par les avions en général. J'adore piloter et survoler de belles régions, alors je me suis acheté un vieil avion et je me suis renseigné pour voler à San Francisco. Honnêtement, je me pince tous les jours pour y croire. C'est fabuleux. Je ne m'en lasse pas. Ce n'est pas comme piloter un avion de ligne où il suffit d'appuyer sur quelques boutons et d'attendre. Après plusieurs heures de vol, Aaron rentre enfin chez lui, à Sausalito, véritable ville sur l'eau. À bord de son hydravion, Aaron transporte des passagers et des marchandises le long de la côte de la Californie du Nord. Sur l'embarcadère, son épouse Tiffany l'attend déjà. Ensemble, ils ont fondé la compagnie Seaplane Adventures. Fou d'aviation, Aaron a réussi à persuader sa femme d'acheter ce monomoteur de Havilland et de monter leur propre société de services aériens. Depuis peu, ils proposent également des vols touristiques au-dessus de San Francisco et de ses environs. Aaron est originaire de l'Oklahoma. Tiffany, elle, a grandi tout près de San Francisco. Ils sont mariés depuis 6 ans. Pour les gens originaires des États du Sud comme moi, la Californie a toujours été un endroit mythique. Surtout pour les habitants du Middle West, du Texas ou de l'Oklahoma. Quand on est gamin, on parle tout le temps de la Californie comme d'un endroit magique où les gens peuvent réaliser leurs rêves. C'est une région à part, l'une des seules au monde où on a tout ce dont on peut rêver. Une belle ville, de superbes paysages, une baie somptueuse. Ajoutez à ça les hydravions et l'aviation en général, et c'est le paradis. Je ne quitterai cet endroit pour rien au monde. De
Depuis les années 60, les bateaux maisons de Sausalito attirent une foule d'artistes et de bohèmes. En 10 ans, cette ville, berceau de la communauté hippie, composée de péniches et de maisons flottantes biscornues et rafistolées de toutes parts, devient le symbole de la mentalité joyeuse et décomplexée de la côte ouest. Entre-temps, Sausalito a bien changé. Désormais, de plus en plus de familles souhaitent emménager dans ces maisons atypiques. Aaron vit ici depuis plus de 10 ans. Il occupe l'une des dernières maisons construites. Elle est entièrement aux normes actuelles. Aaron est à la tête d'une famille recomposée. Son fils aîné est issu d'une première union. Il vit avec son père et Tiffany et leurs 2 enfants. Avec la proximité de San Francisco et sa popularité grandissante, Sausalito est aujourd'hui investi par les bourgeois bohèmes. Les prix prohibitifs de ces biens immobiliers en rendent l'accès impossible aux familles issues de la classe moyenne. Sensible et fidèle au charme et à l'esprit du lieu, Aaron a tenu à s'y installer avec sa famille. Grâce au coup de pouce financier des parents de Tiffany, le couple a pu réaliser son rêve et acheter cette maison. Quand on a une famille, on ne vit pas de la même façon dans une maison flottante. C'est un peu plus compliqué. On ne voit pas beaucoup d'enfants par ici car les gens redoutent la présence de l'eau quand ils ont des enfants. Les nôtres ont appris à nager très jeunes. À 6 mois, ce qui est vraiment très tôt. Mais qui n'aurait pas envie de se réveiller sur l'eau tous les matins, avec la vue sur les montagnes d'un côté et San Francisco et le Golden Gate de l'autre? C'est très romantique. C'est un cadre de vie sublime et unique en son genre. Et puis on sort des sentiers battus. Tout le monde peut habiter sur la terre ferme. Sausalito est un concentré du mode de vie nord-californien. C'est un mélange extraordinaire de vie citadine et active, de grands espaces et de douceur de vivre au bord de l'eau. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu l'équivalent nulle part. À l'extrême nord de la Californie, les montagnes plongent directement dans l'océan. Difficile d'accès, cette contrée sauvage est surnommée Lost Coast, la côte perdue. Éternellement verdoyante, les forêts d'arbres à feuillage persistant qui s'étendent le long du littoral abritent l'un des trésors naturels les plus précieux de la Californie, le légendaire séquoia géant. S'il n'y a qu'ici que cet arbre majestueux puisse prospérer, c'est grâce à la proximité du Pacifique et à ses nappes de brume rafraîchissantes. Les séquoias géants du parc national de Redwood se dressent telles d'immenses colonnes. On dirait qu'elles touchent le ciel. Ils sont le symbole des grandes ambitions de la Californie et de l'enthousiasme qu'elle peut susciter. Il y a un siècle, après l'abattage de la plupart des séquoias géants, des mouvements écologistes se sont insurgés pour préserver ces immenses conifères. À ce jour, leur combat continue. Emily Benito travaille depuis plusieurs années pour l'organisation Save the Redwoods League. Tout comme cette scientifique, les défenseurs de l'environnement ont compris que la nature représente la plus grande richesse de la côte ouest. En 1969, seuls les séquoias géants des régions les plus reculées sont encore intacts. Le parc national de Redwood est alors créé sous la pression de l'opinion publique. Son objectif, protéger les séquoias.
Ce sont les séquoias géants qui ont donné vie au mouvement de protection de la nature de la côte ouest. Toute l'Amérique a alors découvert l'existence des séquoias et même l'Europe. Les gens n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'ils voient les photos. C'est là qu'ils ont compris que ce lieu devait être préservé. C'est un peu grâce à l'étude des séquoias que je suis devenue scientifique. Je voulais comprendre comment ces arbres et les végétaux pouvaient devenir aussi grands. Après mes études, j'ai eu envie de mettre à profit mes connaissances pour contribuer à la sauvegarde de cette forêt. Les séquoias géants les plus anciens sont vieux de plus de 2000 ans et culminent à une centaine de mètres au-dessus du sol. Plusieurs fois par mois, Émilie se rend dans la forêt pour contrôler l'état de santé des arbres. Aujourd'hui, je mesure la taille des fougères qui poussent sur le sol forestier, sous les séquoias géants. Pour grandir, elles ont besoin de la même pluie et de la même brume que les arbres. Mais contrairement aux séquoias, il leur faut de l'eau toute l'année, parce qu'elles n'ont pas de bois pour la stocker. Une fois que nous saurons comment les fougères fonctionnent, nous comprendrons mieux les séquoias géants. Par le passé, 95% des arbres ont été abattus. Aujourd'hui, c'est le changement climatique qui nous inquiète le plus. Nous ignorons à quel point celui-ci va affecter les séquoias géants. Nous voulons savoir s'ils seront encore là pour les générations à venir et nous observons de près leur croissance. Nous avons une approche scientifique pour comprendre comment préserver et sauver définitivement les séquoias. Reste à espérer que les séquoias rescapés, les plus anciens habitants de la côte ouest, pourront encore résister aux agressions de l'homme et au changement climatique. La réputation des vignobles de la Californie du Nord a fait le tour du monde. Avec ses sols parfaitement adaptés et son climat doux, les collines verdoyantes proches de la côte offrent des conditions idéales pour la culture du raisin. Le centre de la viticulture californienne se trouve dans les vallées de Napa et Sonoma. Si les colons européens ont planté les premières vignes dès la fin du 19e siècle, il a fallu attendre les années 1970 pour que la viticulture de Californie du Nord s'impose dans le monde entier. Le succès du vin californien est étroitement lié à la main-d'œuvre mexicaine. Au cours des 35 dernières années, de nombreux immigrants ont franchi la frontière, clandestinement pour la plupart, dans le but de venir travailler à la journée dans les vignobles de la région pour un salaire de misère. Ulysses Valdez est arrivé à Cloverdale, dans le comté de Sonoma, il y a une trentaine d'années. Je suis arrivé ici en novembre 1985, à l'âge de 16 ans. Je venais d'un petit village du Mexique où il ne se passait pas grand-chose. Alors j'ai dit à ma mère que je voulais venir aux États-Unis pour ne pas devenir comme mon père. Je voulais que mes enfants aient une meilleure éducation, qu'ils ne grandissent pas comme moi. J'avais un rêve. J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Mais dans mon village, c'était impossible. J'ai eu beaucoup de mal à passer la frontière. J'ai été refoulé plusieurs fois. Dieu merci, je suis mexicain et j'ai de la suite dans les idées. J'ai retenté ma chance jusqu'à ce que ça marche. Et puis en 1986, le président Reagan a ordonné une amnistie générale et j'ai obtenu la green card. J'ai commencé par le travail dans les champs et j'y suis resté très attaché. À l'époque, c'était la seule chose que je savais faire. Je n'ai jamais eu la chance de pouvoir aller à l'école dans mon village. Alors j'ai travaillé la terre. Et puis en 1987, j'ai lancé mon affaire. J'avais 18 ans et mon objectif, c'était de venir ici, d'économiser, puis de rentrer dans mon village. Finalement, j'ai compris que mon avenir était ici. Je suis satisfait de la vie que je mène. Je suis riche parce que je suis heureux.
Et un jour, j'aurai de l'argent. Et quand on aime les gens, comme c'est mon cas, tout est plus facile. Ulysses a toujours cru en sa bonne étoile. Et sa persévérance a fini par payer. Au fil des ans, et au prix d'un travail acharné, il est parvenu à s'élever de simple vendangeur à propriétaire d'un domaine viticole. Avec l'aide des banques, il a acheté son vignoble et son raisin s'est bien vendu. Puis le vignoble voisin est venu s'ajouter au premier. Aujourd'hui, il est à la tête d'un grand domaine et produit depuis quelques années son propre vin. En 2004, je me suis dit, caramba, pourquoi ne pas créer mon propre label? J'ai appelé un ami à qui je vends pas mal de raisins et je lui ai dit, amigo, j'ai envie de faire du vin. En 2004, on a réalisé notre première cuvée de Zinfandel. Un jour, je reçois un coup de fil de la Maison-Blanche. Un certain monsieur Schenck qui me dit « Ulysses ?»« Oui, je suis monsieur Schenck, le responsable achat des boissons à la Maison-Blanche. » Je lui réponds « Quelle Maison-Blanche ?» Et il me dit « Ce n'est pas une plaisanterie. J'ai lu beaucoup d'éloges sur vous. En mai, nous allons accueillir Felipe Calderón, le président mexicain, et nous aimerions lui faire déguster certains de vos vins. » Je lui ai répondu que c'était un honneur de recevoir un tel appel. Moi, le petit immigrant arrivé ici en 1985. Pour être honnête, j'en ai pleuré. C'était tellement formidable. J'ai encore du mal à y croire. Rien que l'idée de me rendre à la Maison-Blanche, je me suis dit, le président de ce pays qui m'a donné ma chance va boire une bouteille de Valdez. C'est toujours une immense émotion, rien que d'y penser. Je lui ai dit que j'avais ma rétribution et que le bonheur qu'il m'avait donné valait tous les salaires du monde. Le jour est enfin arrivé. Il m'a appelé et m'a dit que je pouvais le raconter à tout le monde. Ce soir, Ulysses Valdez nous propose son vin pour le dîner d'État de la Maison-Blanche. Vous imaginez? C'est incroyable. C'est mon rêve américain qui s'est réalisé. La côte de la Californie du Nord est rocailleuse et étonnamment peu habitée. Entre le Pacifique sauvage, les forêts de séquoias géants et les vignes, le littoral semble hors du temps, comme épargné par la modernité. Grâce à un soutien considérable de l'État fédéral, la côte n'a rien perdu de son attrait au cours des 50 dernières années, contrairement à tant d'autres régions côtières dans le monde. C'est précisément cette beauté indomptée qui exerce une telle attraction, non seulement sur les voyageurs, mais également sur de nombreux peintres et photographes. Particulièrement appréciée, la région côtière de Mendocino. Chris McCaw est artiste photographe. Il a une prédilection pour les couchers de soleil. Pour s'adonner à sa passion, il s'est lui-même construit un appareil grand format. Chris s'est procuré cet énorme objectif à la NASA. Il lui permet de renforcer l'effet des rayons du soleil sur la pellicule, comme avec une loupe. Après avoir positionné l'appareil, Chris procède au dernier réglage. Pour finir, le photographe retire la protection placée devant le négatif. Au cours d'une séance d'exposition qui va durer plusieurs heures, le parcours du soleil va être capturé sur le négatif. C'est quelque chose d'extrêmement basique. Ce ne sont ni plus ni moins que les fondamentaux de la photographie. La lumière, l'optique et un support.
pour l'enregistrer. Le mot photographie signifie écrire avec la lumière. C'est un peu ce qui se passe ici. Le soleil écrit directement sur cette surface. Il y a une certaine poésie là-dedans et ça me plaît beaucoup. Le support et le processus sont simplissimes. Regardez mon équipement. C'est tout ce qui se fait de plus simple. J'aime la simplicité d'un grand négatif que je vais ensuite transférer sur papier. Je le développe et c'est tout. Il n'y a pas d'épreuve, rien. J'ai eu un grave accident au cours duquel un morceau de pellicule a été détruit. J'étais à ça de le jeter et je me suis ravisé. Et c'est là que j'ai réalisé le potentiel que cela avait. Je prends probablement les photos les plus ennuyeuses du monde. À l'heure où je vous parle, ils sont peut-être 1 million d'autres comme moi en train de prendre des photos de soleil se couchant sur l'eau. Ce motif nous attire comme des papillons vers une flamme. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de beau dans un soleil couchant. Il marque la fin de la journée. C'est un moment où on peut prendre le temps de s'évader. C'est très agréable. Chris expose ses travaux dans des galeries et des musées prestigieux de la côte ouest. Certains de ces couchers de soleil, tous des pièces uniques, se sont vendus à plus de 20 000 $. La côte a toujours fait partie de ma vie. J'ai envisagé de partir, mais je me sens en quelque sorte attaché à cet endroit. J'ai besoin de cette proximité avec l'océan. Ici, on a 2 saisons, une saison chaude et une saison froide. Il arrive qu'il pleuve ou qu'il y ait du brouillard, mais on peut généralement passer 365 jours par an dehors sans avoir à affronter la glace, la neige ou une humidité suffocante, ce qui est très agréable. Les Californiens sont des gens très doux, parce qu'ils sont très choyés côté météo. Au bout de 3 heures, le soleil a disparu derrière l'horizon. Il est temps pour Chris de ranger son matériel. Les photos d'une caméra image par image placée à l'intérieur de l'appareil de Chris montrent comment le parcours du soleil s'est imprimé sur le négatif et l'a noirci. Grâce à la forte surexposition, les images de Chris sont soumises à un effet de solarisation qui provoque une inversion des tons. Les surfaces foncées deviennent claires et vice-versa. Au nord de San Francisco, le paysage côtier est dominé par l'agriculture. Les cultivateurs californiens sont les plus productifs d'Amérique. En Californie du Nord, l'agriculture bio connaît un succès grandissant. Une évolution dans laquelle la région de Windsor est particulièrement impliquée. Signe des temps, de plus en plus de jeunes choisissent de se reconvertir dans l'agriculture. L'attrait du bio, l'envie de manger durable et local et de savourer la fraîcheur et le goût des aliments jouent un rôle important dans ce choix. Samantha et Joe Gilwaite se sont eux aussi lancés dans l'aventure de l'agriculture bio. Ensemble, ils ont acheté une petite ferme au nord de San Francisco.
Ils y élèvent des porcs et des canards et cultivent des légumes. En essayant d'acheter de la viande locale, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à trouver du porc de la région. Du bœuf et de la volaille, oui, ainsi que des œufs et d'autres produits. Mais le porc, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait donc un créneau libre pour les gens qui voulaient commencer l'élevage de ces animaux. Je me suis concentrée sur les races anciennes, devenues très rares. Elles sont en passe de disparaître parce que plus personne ne les élève. En plus des porcs, le couple élève également des canards. De toute évidence, les volatiles ont bien compris que quelque chose les attend. Une fois adultes, les canards sont vendus à un abattoir de la région. Ces dernières années, plusieurs variétés anciennes de tomates ont été redécouvertes en Californie. Elles remontent au tout début de la culture des tomates. Samantha et Joe exploitent eux aussi ces anciennes variétés à la saveur intense. Malgré leur prix élevé, la demande est forte. Nous produisons des légumes anciens. Il s'agit de variétés rares qui ne sont plus cultivées à grande échelle parce qu'elles ne s'y prêtent pas. Elles ont été délaissées au profit des variétés qui résistent mieux aux maladies, mais dont la saveur est plus fade. Nos légumes ont beaucoup plus de goût et ils ne sont pas calibrés comme ceux qu'on trouve dans le commerce habituel. Leur aspect est unique. Quand on les présente sur une assiette, ils font toujours beaucoup d'effet. Avec peu de moyens, mais une bonne dose d'idéalisme, d'engagement et de créativité, le couple tente de se construire un avenir meilleur. J'ai décidé de devenir agricultrice avant de rencontrer Joe. Je vivais à San Francisco et je ne m'épanouissais pas du tout dans mon travail. C'était juste après la crise. À cette époque, beaucoup de gens de mon âge ont ressenti le besoin de faire quelque chose de concret. Ils voulaient pouvoir tenir le produit de leur travail entre leurs mains. Pour moi, être agriculteur, c'est le moyen de produire des aliments d'une grande fraîcheur, qu'on peut ensuite cuisiner. Je crois qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est également le mode de vie idéal pour élever des enfants et voir le résultat de notre dur labeur. C'est vrai que c'est dur. On ne peut pas faire les choses à moitié. Très dur. L'avantage, c'est qu'on est notre propre patron. Et on apprend très vite qu'on a tout intérêt à faire beaucoup d'efforts pour que ça marche. J'étais très naïve quand je me suis lancée dans cette aventure. Je pensais qu'il suffisait de se lever, d'aller ramasser les œufs, de traire les vaches et d'aller se coucher le soir, un peu comme dans la petite maison dans la prairie. En réalité, il faut travailler très dur. Deux fois par semaine, Samantha et Joe vendent leurs légumes frais au marché bio de la petite ville de Windsor dans le comté de Sonoma. Malgré la différence de prix, beaucoup de Californiens ont délaissé le supermarché au profit du marché bio. Pour l'instant, la vente sur le marché est la première source de revenus de Samantha et Joe. C'est elle qui finance la ferme. En plus de ses légumes, Samantha vend sa limonade artisanale. Avec son assistant, Joe prépare des sandwichs pour le petit déjeuner.
Tout ce qu'on récolte à la ferme, on le vend dès le lendemain au marché. Ce qui est génial, c'est que ce sont des produits locaux. Autrement dit, ils sont très frais, de saison. Ils ont plus de saveur et c'est meilleur pour l'environnement. Les gens qui commandent chez nous savent qu'ils soutiennent leur communauté. L'argent reste dans la région et c'est une très bonne chose. C'est typique de l'esprit de la côte ouest. Cette région a été fondée par des gens qui avaient un très fort esprit d'entreprise et qui sont venus ici pour trouver de l'or. Nous sommes conditionnés pour faire des choses inhabituelles et uniques. Et c'est ce que nous faisons de mieux. Samantha et Joe croient en leur rêve de devenir des agriculteurs prospères sur la côte ouest. Mais il n'y a pas que le succès économique qui les motive. La qualité de vie et la durabilité de leurs produits leur tiennent tout autant à cœur. Au marché de Windsor, les affaires marchent bien. Les clients s'arrachent les sandwichs de Joe. Construit en 1937, le Golden Gate Bridge est l'emblème suprême de la mentalité et de la volonté des habitants de la côte ouest. Seuls de vrais rêveurs, armés d'un courage et d'une persévérance à toute épreuve, ont pu réaliser un tel symbole. San Francisco n'a pas changé. Elle est restée la même, cosmopolite et tolérante. Quant à ceux qui l'habitent, ils sont bien connus pour leur façon de penser, d'entreprendre et de regarder vers l'avenir. Toujours plus loin, toujours à l'écart des sentiers battus. San Francisco possède la plus grande concentration d'artistes de toute la côte ouest. Pour le célèbre sculpteur Bruce Beasley, l'exceptionnelle diversité des paysages de la région est une source d'inspiration inépuisable. C'est dans la nature qu'il va chercher des modèles pour ses sculptures. Pour moi, la nature est à l'origine de toute forme. La nature californienne est ma source d'inspiration. Je m'inspire des dimensions des séquoias géants, de leur aspect saisissant, des falaises, de leur relation avec l'océan, les rochers, le rivage. Ce sont autant d'exemples de formes fondamentales qui déterminent notre rapport émotionnel avec le monde physique. La physique, la chimie et les mathématiques traitent de l'aspect intellectuel. La sculpture, en revanche, exprime notre ressenti à l'égard du monde physique et l'effet qu'il a sur nos sens et nos émotions. On ne ressent pas la même chose si on se trouve dans un désert où tout est plat. Au bord d'une falaise, on n'éprouve pas les mêmes sentiments si on regarde vers le haut ou vers le bas. Ce n'est pas juste dans la tête, c'est quelque chose qu'on ressent. Voilà précisément le langage profond d'une sculpture. Bruce évolue dans la tradition de l'expressionnisme abstrait. Il tire son inspiration des éléments moléculaires de la nature. Ses œuvres évoquent ainsi des formes naturelles plus minérales qu'organiques. Né en 1939 à Los Angeles, l'artiste s'intéresse très tôt au travail du métal. Adolescent, il crée ses premières sculptures. Depuis ses études, Bruce vit et travaille sur la côte ouest. Comme vous le voyez, j'aime faire les choses en grand. J'aime déplacer les choses et changer ma façon de penser avec des formes imposantes. Quand il a été question que je choisisse entre aller vivre à New York et rester en Californie, c'est un argument qui a pesé dans la balance. J'ai également pris en compte l'enthousiasme, le dynamisme et l'ouverture d'esprit de cette région, ainsi que l'espace physique dont on peut disposer sur la côte ouest, en particulier dans la baie. C'est une région très dynamique. Il se passe beaucoup de choses sur la scène artistique, et c'est un très bel endroit où vivre.
Bruce compte parmi les sculpteurs abstraits les plus productifs de la génération post-Henry Moore. Ses travaux sont exposés dans les musées les plus prestigieux au monde. Bay Bridge, l'autre pont de San Francisco. Il surplombe la baie de la métropole californienne et a été inauguré en 1936, 6 mois avant le Golden Gate Bridge. À l'époque, la marine américaine avait stationné plusieurs dirigeables dans un aéroport situé à quelques kilomètres à peine au sud de Bay Bridge pour des missions de reconnaissance maritime. Un zeppelin construit par les Allemands au titre des réparations de guerre de la Première Guerre mondiale, l'USS Los Angeles, faisait alors partie de la flotte américaine. Aujourd'hui, les vastes hangars de l'ancien aéroport sont encore parfaitement entretenus. Plus de 75 ans après le tragique accident de Lindenburg à Lakehurst, un zeppelin survole à nouveau la ville de San Francisco. Construit à Friedrichshafen, en Allemagne, cet aéronef de série a réalisé son vol inaugural en 2008. Ben Travis est le pilote attitré du zeppelin Eureka. Régulièrement, l'appareil rentre au hangar. Pendant la révision de routine, on contrôle le remplissage en hélium et les 3 hélices. J'ai toujours été fasciné par les dirigeables. Petit à petit, je me suis de plus en plus passionné pour les zeppelins qui sont devenus mes engins volants préférés. J'étais très attiré par cet énorme dirigeable, le plus grand et le plus moderne de tous. Naturellement, j'ai eu envie d'en piloter un. C'est comme une sorte de drogue en fait. On est grisé par l'altitude. C'est génial. Et c'est un honneur et c'est une chance pour moi de pouvoir dire que je suis un pilote de zeppelin. Le dirigeable est utilisé à des fins de recherche et pour des vols touristiques. C'est une cabine non pressurisée, donc vous pouvez ouvrir les fenêtres. Vous pouvez passer la main ou la tête dehors si vous le souhaitez, mais si vous portez un chapeau, des lunettes ou un appareil photo, assurez-vous qu'il ne risque pas de s'envoler. Si vous perdez quelque chose, on ne peut pas faire demi-tour pour le récupérer. Aujourd'hui, Ben et sa copilote effectuent un vol d'1 heure au-dessus de San Francisco. Leur voyage les mène en direction de Bay Bridge, vers le centre de la ville. Cela tient à la fois du pilotage d'un avion et d'un bateau. Un zeppelin ressemble beaucoup à un navire. On a la même notion de tangage et le mouvement est plus graduel. Un peu comme si la mer gonflait. À bord d'un avion, en revanche, on a plus l'impression d'être dans un hors-bord qui file sur le sommet des vagues. Pour moi, la différence la plus notable, c'est ce léger tangage du dirigeable qu'on n'a pas dans un avion.
Avec ses 260 mètres de haut, le gratte-ciel Transamerica Pyramid est un autre emblème de la ville. Cette tour de bureau a été achevée en 1972. Durant les mois d'été, Ben transporte 12 passagers au-dessus de San Francisco 2 fois par jour. Il y a des jours où je me dis que j'ai vraiment de la chance. J'ai une vue magnifique depuis la fenêtre de mon bureau. Je crois qu'il n'y a pas plus spectaculaire comme vue. La baie de San Francisco, avec l'ancienne île pénitentiaire d'Alcatraz, est tout près, le Golden Gate Bridge. Oui, assurément, l'un des panoramas les plus spectaculaires de la côte ouest. Demain, notre périple se poursuit dans le centre de la Californie.